L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous l'avez reconnu, c'est notre député fédéral de Montmagny-Lilec à Montresca-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bonjour. Bon matin. L'avenir est aux gens qui se couchent tard ou aux gens qui se lèvent tôt? En tout cas, je ne sais ça pas, pourrait être un joli mélange des deux. Moi, c'est un mélange des deux. Je me suis couché tard, je me suis levé tôt. Vous avez voté jusqu'à 2 heures ce matin parce que tout se fait par virtuellement maintenant. Là. Absolument. Il y a eu un débat d'urgence hier pour la loi spéciale sur le port de Montréal. Donc, je n'ai pas nécessairement participé au débat comme tel. Je l'ai écouté en grande partie, mais on a voté à 8 heures hier soir, puis à 2 heures cette nuit. Bon, unanimement? Non. Unanimement chez les conservateurs, oui, et les libéraux. On a voté avec le gouvernement parce que le port de Montréal est un élément indispensable pour l'économie du Québec. On ne peut pas, d'ailleurs, au mois d'août l'année dernière, l'arrêt de travail de 19 jours a coûté 600 millions de dollars à l'économie. Ça, c'est des emplois dans les régions, par exemple, dans la région ici, que ce soit chez Ressort Liberté ou Asta, qui font de la transformation porcine. Tous ces éléments-là sont exportés. Donc, c'est des emplois, c'est une chaîne d'alimentation, c'est une chaîne logistique. Donc, on ne peut pas arrêter un élément comme ça plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, c'est pour cette raison-là que le gouvernement n'a pas voulu attendre. La réputation aussi du port de Montréal est en jeu, parce que... C'est le plus gros port du Canada. De l'Est d'Amérique du Nord, oui. De l'Est d'Amérique du Nord, mais la réputation d'une organisation comme celle-là est essentielle, parce que sinon, les entrepreneurs pourraient choisir, ou les organisations pourraient choisir d'autres ports pour aller exporter ou importer leur matériel. Puis, je veux dire, c'est réputationnel aussi très important, parce que inévitablement, c'est mondial. Le trafic maritime est mondial et il y a beaucoup de choses qui vont aux États-Unis qui passent par Montréal. C'est parti par train, par camion, par la suite. Il y a 2000 camions par jour qui voyagent là tous les jours. Là. Donc, d'entrée en sortie de container. Et c'est primordial pour l'économie du Québec. On ne pouvait pas laisser traîner ça. Et quand on regarde les éléments qui étaient en discussion, c'est plus la question du temps de travail, de disponibilité de travail. Et là, ça fait 2 ans qu'ils négocient, puis ils n'avaient toujours pas réussi à trouver une entente. Alors, à un moment donné, il faut mettre son poing sur la table et dire que c'est assez, là, ça va faire. Parce qu'on parle d'une moyenne de salaire de 126 000. Tout à fait. Les salaires sont là. 126 000, c'est le salaire en moyenne de base. Là, donc, avec l'overtime, là, avec le temps surplus, là, je peux vous dire, il y en a qui doivent aller chercher des salaires pas loin de 200 000 par année. Donc, OK. La semaine dernière, le 19 avril, c'était le budget. Cette semaine, vous avez voté contre le budget. Oui. D'abord, vos attentes étaient élevées par rapport à ce budget-là? En fait, nos attentes étaient d'avoir un plan. Un plan pour la relance économique, un plan pour la sortie de crise qu'on a actuellement. Et il n'y a rien dans ce budget-là qui a été présenté après 2 ans, plus de 2 ans. Et c'est littéralement une orgie de dépenses, là, de toutes sortes, ça va dans tous les sens, dans toutes les directions. Et ça, c'est le propre des libéraux. Là. Ils ne sont pas capables de fixer un objectif puis d'essayer de l'atteindre de façon générale. Puis je reviens toujours au même exemple. Là. Le premier ministre avait annoncé qu'on planterait pour l'environnement 2 milliards d'arbres. On n'a toujours pas un de planter, puis il n'y a pas d'argent pour les planter. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que pas d'argent pour les planter. Là. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans l'économie à cause de la pandémie. Oui, mais on peut retarder un peu les arbres. Quand même. Non, mais je veux dire, écoutez, là, on est dans les 8 années ou 7 années de gouvernance, on a de 6 années de fait de M. Trudeau. En 7 ans, il va avoir fait plus de déficit que les 150 premières années du Canada, ou 145, là. Donc, c'est quand même incroyable quand on y pense. Je ne veux pas le défendre, mais il y a une pandémie là-dedans. Là. Je suis totalement d'accord avec vous, et on l'a suivi dans la pandémie. Mais je vous rappelle que lorsqu'il a été élu en 2015, il avait fait une promesse de 3 petits déficits de 10 milliards, et le retour à l'équilibre budgétaire en 2019, c'est avant la pandémie. Mais les 3 petits déficits de 10 milliards, ce qui fait 30 milliards, se sont retournés à être presque 90 milliards de dollars. Il n'y avait déjà pas le contrôle avant.
des dépenses et de l'argent. Puis, tu es loin de l'équilibre budgétaire, là. On était à 35 milliards de déficit. Aujourd'hui, on parle de 35 milliards de déficit, puis j'écoutais les analystes de Radio-Canada qui sont allés nous dire « Ah, c'est presque l'équilibre budgétaire, ça, là. » Seigneur, on est rendu où, là? Parce qu'on fait des déficits de 400 milliards par année, que 35 milliards, c'est presque l'équilibre budgétaire. 35 milliards, c'est énorme, c'est de l'argent, c'est fou, là. C'est énormément d'argent et c'est ce qu'on va payer dans les années futures avec les intérêts qu'on va payer sur la dette. Puis le plus drôle, c'est que j'écoute les économistes de façon générale, puis j'écoute ces gens-là depuis longtemps. Et là, c'est comme si... Ah, c'était pas grave, là. Mais les taux d'intérêt sont bas. Moi, imaginez, c'est ça, mais les taux d'intérêt, bon, ils sont bas pour vous, ils sont bas pour moi. C'est le temps de... Ils sont bas, oui, ben... Oui. Mais moi, quand j'entends ce que tu me dis, de la façon dont tu me le dis, je me dis, coudonc, on rêve-tu dans un monde de Calino, là? À un moment donné, les taux d'intérêt... Regardons l'histoire du Canada les 150 dernières années. On va se rendre compte qu'il y a eu des hauts puis il y a eu des bas. Là, on est dans un bas au niveau des taux d'intérêt. L'économie va relativement bien malgré la pandémie. À un moment donné, à force de mettre de l'argent dans l'économie, l'inflation va monter. Qu'est-ce qui va arriver? La Banque du Canada a déjà dit que là, c'est assez, là, on n'ira pas plus bas que ça, puis on va commencer à monter bientôt. Alors, à partir du moment où les taux d'intérêt vont commencer à monter, ils vont monter aussi pour le gouvernement. Donc, inévitablement, on va avoir des augmentations de taux d'intérêt qui va faire qu'on va avoir un paiement sur la dette qui va être beaucoup plus élevé. Une dette de 600 milliards, tu contrôles toujours ça un peu, là, mais 1 trillion 500 milliards, là, ce que les libéraux entament, ou en tout cas, on s'en va vers ça, c'est pas la même affaire, là. Ça veut dire qu'on va payer 30, 40, 50 milliards d'intérêts, pas de capital, d'intérêts sur la dette. 30, 50 milliards, c'est de l'argent que les provinces ont besoin pour le soin en santé. Là, on va le payer en intérêts. On était d'accord avec les mesures pour la pandémie, puis on est encore d'accord avec les mesures pour la pandémie. Mais à un moment donné, là, il faut faire des choix. Là, en tout cas... Mais Bernard, je vous arrête parce qu'il y a bien d'autres questions que je vais On va en parler pendant... demain matin, vous prenez le pouvoir parce que, bon, c'est dans l'air, là, peut-être des élections à l'automne. Oui. Vous prenez le pouvoir. Oui. OK? Vous allez avoir les mêmes problèmes que le gouvernement Trudeau. Là, on n'a pas le choix, on va faire vivre avec. Mais dans le fond, c'est qu'on va faire des choix différents. Ça, c'est sûr et certain. Premièrement, on va se fixer un objectif. M. Trudeau, dans un document de 840 pages du budget, il n'y a pas le mot équilibre budgétaire à aucun endroit dans 840 pages. C'est même pas un objectif pour eux. Alors, imaginez-vous, c'est comme si on peut se faire des déficits ad vitam aeternam. Il n'y a pas de problème. Parce que on se compare avec les pires, on se compare pas avec les meilleurs. Ça, c'est libéraux, c'est propre aux libéraux. Ils se comparent avec les pires en disant « Ah, c'est pas grave, on est dans la moyenne. Voyons, la moyenne. On veut être dans la bonne moyenne, pas la mauvaise moyenne. » Puis ça, c'est ça même depuis toujours, là. Mais je vous rappelle ma question. C'est demain matin, vous prenez le pouvoir, oui. Vous avez les mêmes problèmes, vous avez les... En fait, c'est qu'on va avoir parce un que objectif. L'économie, oui, vous dites que l'économie fonctionne, mais elle ne fonctionne pas, là. Non, mais on va avoir un objectif. La pandémie est encore là. Notre chef a dit qu'on voulait créer 1 million d'emplois au Canada dans la première année où on sera au pouvoir. Est-ce que c'est réaliste? Ben, c'est réaliste, certain que c'est réaliste. Il y a déjà des emplois disponibles. On va faire ce qu'il faut pour que les gens, trouver des gens, puis amener des gens pour venir travailler dans nos entreprises. Les journées où on est au travail, nous autres, la journée longue, les éléments qui sont les plus importants au moment où on se parle dans nos bureaux, là, ce sont les problèmes d'immigration pour amener des travailleurs dans nos entreprises. Ça, c'est le problème numéro 1 qu'on en rencontre. Je vais être en rencontre tantôt avec une entreprise d'ici à Cap-Saint-Ignace. Ils ont des problèmes d'immigration. On n'est pas capable. C'est le bordel total dans ce département-là. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, puis on a un objectif. L'objectif, c'est de ramener à l'équilibre budgétaire au Canada pour qu'on puisse éventuellement faire des surplus puis payer notre dette. C'est comment que ça fonctionne dans votre budget personnel. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas tout constamment mettre sur la carte de crédit puis dire, c'est pas grave, je vais la payer plus tard. À un moment donné, il faut la payer. Autrement, on ne paye que des intérêts. Alors, c'est la même affaire qu'un gouvernement. C'est l'autre génération qui va être... mon Dieu, vos petits arrière-petits-enfants. Plan en environnement du Parti conservateur, M. O'Toole, qui propose une taxe sur le carbone plus audacieuse. Les conservateurs s'engagent à respecter les cibles fixées dans le cadre de l'accord de Paris. Tout à fait. C'est audacieux? Absolument. Puis d'ailleurs, voyez-vous, ça fait 6 ans que les libéraux sont au pouvoir. On a augmenté la production de gaz à effet de serre au Canada. On n'a pas diminué.
Alors, malgré leurs grandes promesses environnementales, ils n'ont même pas réussi à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés à venir jusqu'à maintenant. Et là, il vient, M. Trudeau, avec M. Biden, aller se péter les bretelles, puis aller dire qu'on va augmenter, pas de 30, mais à 40 peut-être même 45 de différentiel entre 2005 et 2020. Imaginez-vous, en 2005 et 2030. Alors, on n'a même pas diminué, on a augmenté dans les dernières 6 années, malgré tout son plan. Puis je vous répète, là, qu'il voulait planter des arbres, il les a toujours pas plantés. Alors, comment voulez-vous que les arbres fassent la capture du carbone quand ils ne sont même pas plantés? Vous comprenez, là? À un moment donné, c'est des grandes paroles, puis c'est pas des gestes concrets. Nous, on va faire des gestes concrets. Puis la taxe sur le carbone, on ne mettra pas une taxe sur le carbone. Ce qu'on va faire, c'est, quand vous allez à l'épicerie, vous amenez une caisse de bière, quand vous retournez à l'épicerie pour en chercher un autre, vous ramenez vos canettes, on vous donne une consignation. La consignation, c'est le montant qu'on vous redonne pour les canettes que vous avez. Alors, pour l'environnement, au lieu de les jeter aux poubelles, on vous redonne 10 cents pour la canette. Alors ça, c'est pas une taxe, ça, là, c'est une tarification, de façon à ce que c'est un incitatif à ramener la canette pour qu'on puisse la recycler. C'est le même principe qu'on va appliquer. C'est-à-dire que plus vous dépensez du gaz, on va vous donner des points qui vont vous permettre d'acheter des éléments qui vont améliorer notre environnement. C'est aussi simple que ça. Puis Dieu sait, il y en a des éléments autour de nous. Puis je vais vous donner des exemples très concrets. Les producteurs de viande ou des transformateurs de viande dans la région, il y en a plein. Quand on consomme de ces produits-là qui sont faits de façon environnementalement sustainable, qu'elle dit en anglais, là, en tout cas propre à l'environnement, si on veut. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir consommer avec les points qu'on va accumuler. Donc, on va améliorer notre environnement, tout le monde ensemble. Ça va être tout un système de... Ça va être tout un système, mais c'est quand même des choses qui existent déjà là, dans différents domaines, mais ça va être le même principe. Donc, vous allez aller chez Métro, puis vous allez aller chez IGA ici à Montmagny, vous allez pouvoir faire l'épicerie avec de l'argent que vous aurez accumulé parce que vous allez réinvestir cet argent-là. On ne l'envoie pas au gouvernement, l'argent, on vous l'envoie à vous. Ça, c'est la grande différence du système. Le problème avec ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on envoie, le gouvernement taxe l'ensemble des Canadiens, il prend l'argent, puis après ça, il la redistribue. Mais il la redistribue pas de façon équitable en fonction de la valeur de ce que vous avez dépensé. Il donne de façon uniforme l'argent à l'ensemble des gens. Puis, de toute évidence, ça ne fonctionne pas, puisque l'augmentation du gaz... Les gaz à effet de serre sont en augmentation au Canada. Donc, il n'a pas changé la donne. Contrairement à ce qu'il dit, il n'a pas changé la donne. Au contraire, les gens ne sont pas incités. Au Québec, on est le pays, on est la province où on a le plus grand nombre de SUV, des véhicules tout-terrain, là. Puis on a le sac de vidange le plus pesant au Canada, puis même, je dirais, en Amérique du Nord, pratiquement au monde. On a des pratiques environnementales qu'on a besoin d'améliorer. Quand on regarde ailleurs, souvent, on... Pourtant, on se pense pour les VUS, vous avez raison, là, mais pour les vidanges, je suis un peu surpris. Parce pas juste raison. Écoutez, il y a beaucoup de... En tout cas, si je regarde à Montmagny, on est rendu... je fais une collection de bacs en arrière de chez nous. Là. Le bac bleu, le bac vert, le bac brun. Vous avez le bac brun à Montmagny maintenant? Bien, ça fait combien de temps que vous avez le bac brun? On doit entreprendre la deuxième année d'après moi. Deuxième année. Ouais. Bien, moi, j'ai été élu maire de la Pocatière en 2005. Ça fait 16 ans de ça. Et c'est l'année où je suis arrivé, on a installé les bacs bruns. On a été la première municipalité dans le Bas-Saint-Laurent, à l'est de Québec, à installer les bacs bruns. Ça fait 16 ans qu'on fait la collecte. Et à Montmagny, ça fait seulement 2 ans. Puis il y a des villes qui ne le font pas encore parce qu'ils ne veulent pas taxer leurs citoyens. Alors, tu comprenez, il y a encore du chemin à faire. Puis le gouvernement du Québec, à l'époque, avait dit en 2020, toute la province au complet va avoir des bacs bruns. Parce que le problème du poids, je parle bien du poids de nos déchets, c'est les matières putricibles qui sont recyclables. On va faire du compost avec. Ça, là, ça s'en va dans les sites d'enfouissement. Ça ne devrait jamais aller dans des sites d'enfouissement, ça devrait se faire du compost. Mais vous comprenez... Moi, si je regarde il y a quelques années, par rapport à ce qui était dans mon bac vert autrefois, puis il y en a beaucoup plus dans le bleu puis dans le brun, on a fait la job. Savez-vous pourquoi le bac bleu est tout le temps plein? Moi, mon bac bleu est tout le temps plein. Oui, moi aussi. Parce qu'on a du suremballage. On n'arrête pas d'acheter des affaires qui sont hyper emballées avec quoi? Avec du plastique. Ça vient de où, le plastique? Ça vient du pétrole. Comprenez? Ouais. C'est une roue qui tourne. J'ai écouté un reportage à la Semaine verte, là, c'est assez impressionnant de voir le plastique des océans. C'est fou, puis on n'arrête pas d'en produire. Et je vais vous ramener parce qu'on est rendu loin. Bernard,
Élections cet automne? Ben, possiblement. Ça sent les élections. Oui, mais ça sentait fort au printemps. Là. Le 500 $ que M. Trudeau va donner aux personnes âgées, tout le monde dit que c'est un beau cadeau qu'il donne. Oui, mais je vais vous dire, puis là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent, là, les gens de 65 à 72, là, il vous a envoyé promener là, comme ça, piou! Il a dit, vous autres, vous n'êtes pas grave, vous êtes riches. Alors, c'est ça qu'il a dit aux gens. La semaine passée, on a passé notre semaine au téléphone. C'est difficile de le contrôler, vous savez. On a passé notre semaine au téléphone la semaine passée à répondre à des gens qui étaient qui finit avec C. Là. Ils étaient vraiment fâchés parce qu'ils ont été oubliés dans le budget. Les gens de 65 à 74 ans. C'est 65 en montant. De 65 à 74, c'est des aînés au même titre que ceux de 75 ans et plus. Pourquoi le gouvernement les a oubliés? Nous, on ne les oubliera pas. Je peux vous dire une affaire, je vous le dis, je vous le garantis, dans le budget, pas dans le budget, mais dans notre plan électoral, il va y avoir de l'argent pour les 65 Est-ce que c'était un budget électoral? Ben oui. À part ça. Là. Écoutez, à part ça, 500 $. C'est une orgie de dépenses, totalement. Là. Ils ont mis 110. En fait, elle avait parlé que la ministre Freeland, en passant, c'est une première femme qui a déposé, puis je la félicite, puis pour le Canada, c'est un bel avancement, si je peux dire ça comme ça, pour les femmes. Donc, elle avait prévu entre 60 et 100 milliards pour faire un plan de relance sur 3 ans. Bien, pas assez, elle en a dépensé 101 milliards. Passer 100 milliards, il fallait qu'elle dépasse 101 milliards. Alors, elle a prévu 101 milliards pour les 3 prochaines années. Écoute, c'est de l'argent là, c'est de l'argent là, c'est de l'argent là, c'est de l'argent à tout le monde, finalement. Puis finalement, ça va donner quoi? Il n'y a pas de but, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'orientation dans ce budget-là, d'aucune façon. C'est du saupoudrage d'argent un peu partout. Bernard, c'est toujours la question que je vous pose quand vous venez ici. Les sondages sont, pour l'instant, pour les libéraux. M. Trudeau est en avant et quand même une bonne avance sur M. O'Toole. Ouais. Est-ce que M. O'Toole est vraiment l'homme de la situation pour une prochaine élection? Absolument, je vais vous le garantir. Qui aurait dit en 2009, c'est en 2009 ou en 2008? Je pense en 2008. Même pas avant ça. C'était en 2006, je pense. 2006. M. Martin est au pouvoir. Il était à 40 dans les sondages. M. Harper arrive, il est à 32 ou 31 Il y a 10 d'écart. 3 mois après, M. Harper est premier ministre du Canada. Il est resté là pendant 10 ans. Alors, les sondages, c'est très, très aléatoire. Il faut faire très attention. C'est une image du moment d'un instantané. 3 mois après, la politique, là, un mois, puis une semaine, une journée en politique, c'est une éternité. On n'arrête pas de dire ça, c'est pas un slogan pour rien. Tout peut changer. Puis je vais vous dire, quand les gens vont réaliser ce qui est en train de se produire, parce qu'évidemment, on va en parler beaucoup durant la prochaine campagne électorale. Moi, ce que je dis depuis tantôt, là, c'est ça n'a pas de bon sens, les orgies de dépenses qu'on a. Moi, je dis pas d'aller couper chez les aînés, je dis pas de couper dans la santé, je dis pas de faire ça, là. C'est pas ça que je dis. Au contraire, on va gérer de façon responsable. On peut gérer le pays de façon responsable sans alourdir la dette du Canada. C'est ça, la réalité. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, et c'est surtout ça qu'il faut qu'on fasse attention pour les générations qui s'en viennent. Récemment, la semaine passée, Éric Duhem a été élu le chef du Parti conservateur du Québec. D'abord, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on se parle entre Parti conservateur du Québec et du Canada? Pas vraiment. Non? Non. Le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada, c'est pas des compagnies, c'est pas des entités qui se parlent quotidiennement. Donc, c'est la même chose pour le Parti conservateur? Absolument. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. C'est la même chose avec le Parti conservateur. OK. Vous pensez quoi de l'élection d'Éric Duhem? Oui, je lui souhaite bonne chance. Est-ce que vous le connaissez? Oui, je le connais. Je le connais publiquement, là, comme tout le monde. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est un personnage public, bien sûr. Donc, ça l'a beaucoup favorisé son élection. Et a été très, très, très présent il est très présent sur les réseaux sociaux. Il a fait une très belle apparition et tout le monde en parle. Puis d'ailleurs, il y a eu des commentaires après. Tu sais, moi, je crois en la démocratie. La démocratie, ça veut aussi dire l'expression, comment pas la qualité d'expression, mais la possibilité de s'exprimer. Qu'on soit de gauche, de droite en politique, qu'on ait des politiques qui soient très différentes, l'équilibre inévitable qui doit être créé, on ne peut pas tout pencher d'un bord, il n'y aura jamais d'équilibre. Alors, inévitablement, il y a au Canada, c'est la même chose actuellement. Il y a des gens très à gauche, des gens très à droite. Moi, personnellement, je suis plus centriste, je suis pas mal dans le centre, mais je vais vous dire, le discours d'Éric Duhem peut paraître un peu extrémiste, je mets des grosses parenthèses, là, mais la réalité, c'est qu'il est la voix actuellement de gens qui sont véritablement pas contents de ce qui se passe.
La pandémie, là, personne ne s'attendait à ça, là. Puis de même, je vais vous dire, s'il n'y avait pas eu de pandémie, je ne suis pas sûr qu'Éric Duhem aurait gagné son élection avec 10 000 personnes qui auraient voté pour lui. Pour un parti qui est relativement pas très vieux, c'est un score incroyable quand tu y penses. Puis d'ailleurs, le membership du Parti conservateur du Québec est, je ne sais pas exactement les chiffres, mais ça dépasse... Et il est parti de 700 membres avec M. Pouliot. Ouais, il est rendu à 14 000. Il est à 14 000 membres, c'est ça. Donc, il y a une progression fulgurante, mais est-ce que ça va durer? La plus grande, je dirais, difficulté d'un parti politique, c'est la durée. C'est de faire durer dans le temps. M. Duhem n'est pas éternel, bien sûr. C'est un chef. Un jour, il va en avoir un autre. Est-ce qu'il va avoir autant de bagou que lui n'a? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais moi, je lui souhaite toutes les chances du monde. C'est une option politique qui peut répondre à certaines catégories de gens. Puis c'est correct que ces gens-là puissent s'exprimer par le biais d'une personne qui représente leurs idées. Ça, là, c'est la pluralité des idées. C'est la meilleure chose qui ne peut pas arriver en politique. Bernard Drinville, qui est ex-député et ministre péquiste, a parlé récemment du retour qui pourrait être, je vais le mettre au conditionnel, ouais. de M. Jean Charest. Oui. Est-ce que vous croyez ça? Bien, écoutez, Jean Charest a toujours été une belle politique. Il a toujours fait de la politique indirectement ou directement. Il fait de la politique indirectement. Il est sur plusieurs comités internationaux au moment où on se parle. Il travaille pour McCarthy Tétrault à Montréal. C'est une firme d'avocats reconnue mondialement. Il est toujours présent mondialement, sur la scène mondiale. Je vous rappelle que M. Charest est celui qui a négocié l'entente avec l'Europe. Donc, le libre-échange avec l'Europe. Donc, c'est pas un deux de pique. Il y a une histoire, il y a un historique qui est très, je dirais, qui a été... D'ailleurs, ça a été tellement difficile, c'est difficile à porter, qu'il a décidé de laisser tomber à la... Il a pensé de se présenter à la dernière... Il m'a appelé, même. Donc, il a communiqué avec plein de monde, puis il a pensé, puis finalement, il a décidé de reculer. Mais qui songe potentiellement au que... Moi, je suis certain que dans sa tête, c'est toujours là. Est-ce qu'il va faire le saut un jour? Bien là, c'est le choix qui est... Les Canadiens vont choisir un prochain chef, là, c'est-à-dire un prochain premier ministre. Si c'est pas Erin O'Toole, on verra ce qui va arriver, parce que c'est difficile pour les chefs. Puis là, c'est difficile pour les chefs de partis qui sont dans l'opposition actuellement, autant à Québec qu'à Ottawa. C'est vraiment pas facile. La visibilité quotidienne est au premier ministre. Quotidienne. Donc, il faut se débattre dans l'eau bénite pour essayer d'avoir notre petit coucou dans les médias, d'autres aussi. Là. Donc, c'est un travail très important qu'on a à faire. C'est déjà terminé. Moi, je le dis, ça passe toujours trop vite. Je le tiens à féliciter parce que vous avez reçu un beau prix là, avec Ose Entreprendre. Oui. Alors, je vous félicite, Michel. C'est tout à votre honneur. Vous faites un beau travail, sincèrement. Je n'arrête pas de le dire. Puis, les personnes âgées me parlent de toi régulièrement. Merci. Demain, on reçoit Diane Allard du Centre Yvon Mercier et c'est la chronique avec Alain Brevion et Léane Tremblay du CLD Montmagny. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Bonjour à tous. Une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Pour vivre en toute quiétude.